afin de partager nos petits retours d'expérience et afin d'échanger en vue de s'améliorer. Je me prénomme ainsi Serge Wilfried Bijanga, ingénieur de conception de génie civil. Je représente ici ma camarade l'ingénieur Fabien Tchouli, qui est en déplacement et qui n'a pas pu être là parmi nous. Fabien Tchouli est en effet le directeur général de l'entreprise EcoBuilder. Dans le cadre de cette assemblée générale sous le thème Assurance, qualité et contrôle qualité dans le génie civil, nous exposerons en particulier sur le thème sécurisation des bâtiments en zone côtière. Notre exposé sera ainsi basé de la façon suivante. Dans un premier temps, nous parlerons de la démarche qualité de manière brève. Dans un second temps, nous parlerons de l'intervention de l'ingénieur en phase d'exploitation. Et dans un troisième temps, nous prendrons un cas pratique, qui est le cas d'un immeuble ici même à Kribi. La démarche qualité, de manière générale, est l'ensemble des actions mises en place par une entreprise dans le but d'améliorer la qualité de ses services et de ses produits. Dans le cas particulier du domaine génie civil, la démarche qualité est l'ensemble des processus et procédés mis en place en vue de garantir la pérennité d'un ouvrage, d'un bâtiment de génie civil. La démarche qualité regroupe donc deux grands volets, à savoir l'assurance qualité et le contrôle qualité. L'assurance qualité est en réalité un processus proactif, c'est-à-dire qui met un accent sur les préventions des défauts. Il s'agit ici de définir clairement les normes de conception. Notre cas pratique en fait qui est la construction d'un R+2 qui est un immeuble R+2 ici même dans la ville de Kribi, situé pratiquement à 300 mètres de la mer. Le bâtiment en R+2, le maître d'ouvrage nous a en effet contacté pour deux raisons principales. Le plafond qui s'était effondré d'une part et d'autre part, il avait pour objectif de faire des rénovations, c'est-à-dire de transformer son immeuble en maison d'hôte. Nous, dans notre démarche préalablement définie, nous avons tout de même, dans un premier temps, fait une descente sur le site. Et au cours de la descente sur le site, nous avons fait de nombreux constats qui n'avaient pas été faits par le maître d'ouvrage. À savoir, nous avons relevé plusieurs défauts de plomberie, des défauts de fissuration liés probablement à l'enrobage du béton, des défauts de fissuration, des défauts de carbonatation du béton, des défauts de corrosion des aciers, des défauts d'étanchéité dans certains balcons. Nous avons quelques photos en visuel de ce que nous avons constaté. Lors de l'analyse de ces défauts, par exemple des défauts de plomberie, nous nous sommes dit c'est soit un problème de maintenance, soit un problème d'installation de plomberie, ou encore un autre problème de structure. Dans le cas des défauts de béton, nous nous sommes penchés principalement sur la résistance du béton qui pourrait être probablement de mauvaise qualité. La carbonatation du béton est en fait le vieillissement naturel du béton dans le temps, dans sa définition fondamentale. Mais cette carbonatation du béton au visuel était principalement due à des problèmes d'étanchéité et cette carbonatation du béton a entraîné la corrosion des aciers. Nous nous sommes dit particulièrement, comme nous sommes en zone côtière, plusieurs prescriptions, plusieurs normes auraient pu être respectées lors de la réalisation de cet ouvrage. Dans la démarche de recherche de solutions, nous avons dans un premier temps fait un plan de recollement où nous avons ressorti les plans architecturaux de l'ouvrage. Nous avons ensuite confronté ces plans à ce qui était fait dans la réalité. Par la suite, nous avons mené une campagne d'essais au scléromètre et nous avons aussi fait des études géotechniques. Les essais au scléromètre étaient en fait dans le but
d'éliminer une possibilité, la possibilité du béton qui aurait pu être de mauvaise qualité. Je tiens à signaler que cet ouvrage a été construit dans les années 1996, c'est-à-dire il y a à peu près 28 ans aujourd'hui. Au final, les résultats de l'essai au scléomètre nous ont permis de constater que la résistance du béton était supérieure en général à 20 mégapascales. Ces essais ont été réalisés principalement sur les éléments de structure tels que les poteaux, les poutres, l'escalier et les dalles. Nous avons donc exclu l'hypothèse de béton de mauvaise qualité et nous sommes allés plus loin en faisant le calcul de structure. Ne disposant que des plans de fondation, nous avons dû faire une modélisation en se basant uniquement sur la position des poteaux tels qu'ils ont été prévus dans les plans de fondation. Après le calcul de structure et ayant les résultats des études géotechniques, nous avons constaté que les semelles étaient très sous-dimensionnées, en supposant que les semelles ont été réalisées telles que ça se présentait sur le plan de fondation. Donc, comme pronostic, comme solution que nous avons essayé d'apporter, que nous prévoyons apporter parce que le chantier est encore en cours et nous comptons relancer ça dans les jours à venir. Nous nous sommes dit, les causes des fissurations, d'une part, sont dues soit au défaut de tassement différentiel, c'était soit au défaut de tassement différentiel, soit au défaut de qualité du béton, soit au défaut de structure. Nous avons éliminé les défauts de qualité du béton. Ainsi, on a rendu compte que les fissurations apparues dans ce bâtiment étaient principalement dues au défaut de tassement différentiel ou au défaut de structure. Et le calcul de structure nous a clairement démontré que ça pourrait être l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. Nous avons donc envisagé deux solutions probables. Soit une reprise en sous-œuvre au niveau des semelles, dans le but de les élargir, ou bien de créer des pieux, des mini-pieux en dessous des semelles, soit une reprise en sous-œuvre générale dans le bâtiment. Il s'agira ici de créer des poteaux dans plusieurs endroits dans le bâtiment afin de venir soulager les poteaux anciens et ainsi limiter les risques de tassement différentiel. Nous avons ainsi opté pour cette deuxième méthode. Il est important ici de préciser que plusieurs défauts, selon nous, étaient dus probablement à la qualité de réalisation ici en zone côtière. Nous parlons par exemple des enrobages qui se présentaient visiblement faibles et pourtant les normes de prescription les normes nous prescrivent des enrobages d'au moins 5 mm en fondation par exemple lorsqu'on est dans un milieu accidenté et ainsi de suite. 5 cm ici. Alors, donc, dans le cas pratique, nous avons présenté nos conclusions et nous souhaitons mettre au point une démarche dans le but d'assurer la pérennité des bâtiments. On se demande que devrait-on faire lors d'un projet de construction avant, pendant ou après les constructions. Avant la construction, on a parlé ici. Donc, dans le cas pratique, nous avons présenté nos conclusions et nous souhaitons mettre au point une démarche dans le but d'assurer la pérennité des bâtiments. On se demande que devrait-on faire lors d'un projet de construction avant, pendant ou après les constructions. Avant la construction, on a parlé ici de l'assurance qualité, pendant on a parlé du contrôle qualité. Après la construction, il devrait être mis en place un contrôle qualité, car oui, normalement les bâtiments devraient faire l'objet de contrôle qualité au fur du temps. Il faudrait qu'on puisse sensibiliser les maîtres d'ouvrage afin qu'ils puissent, à l'observation de moindres fissures, signaler aux ingénieurs ou bien faire appel à une maîtrise afin de pallier à ces problèmes.
Nous vous remercions pour votre aimable attention.